Merci, messieurs, dames, d'être avec nous une nouvelle fois dans votre émission Entre les lignes. Eh bien, dans ce numéro, nous allons revenir encore une fois sur notre ouvrage, l'ouvrage qu'on vous avait présenté la dernière fois, Puissance, si j'étais président, de monsieur Pépin Guillaume Manjolo. On va donc y revenir, mais cette fois-ci particulièrement, on va s'atteler sur un aspect. Un aspect qui portera donc sur un seul chapitre du peuple congolais. Congolais, voilà, je pense que je l'ai bien prononcé. Mais avant, nous allons d'abord essayer de tourner un peu autour aussi des questions d'actualité, les footballs, la politique. En face de nous, Maître Pépin Guillaume Manjolo. Plaisir immense de vous avoir encore une fois. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet honneur. C'est moi qui vous remercie de m'avoir encore invité. Je vous en prie. Alors, on va commencer d'abord par l'actualité. Aujourd'hui, c'est marqué par le football. Mais un incident a été remarqué. D'abord, après le match entre la France et le Paraguay, une sénatrice qui s'est mise à insulter un joueur, les traitant de noirs, de racistes, de singes. Comment vous comprenez, vous interprétez ces faits-là ? Mais la grande difficulté, c'est l'autonomie de l'Afrique et des Africains, qui n'arrivent toujours pas à comprendre qu'effectivement, dans le monde, on a fait la hiérarchie des races par les Occidentaux. Depuis la controverse de Valladolid, où on estimait que les Noirs n'avaient pas d'âme et qu'il fallait qu'ils puissent être rattrapés par les souffrances, l'esclavage, la colonisation et toute la batterie des choses qui avaient été mises en place pour pouvoir les contraindre et les soumettre. Depuis cet instant-là, l'Occident en général nous voit globalement comme des êtres inférieurs. Certains poussent jusqu'au point de nous considérer comme des singes. Et lorsque vous vous arrogez, vous sentez les devoirs de dire en public, oh, je me sens tellement français, je me sens belge, c'est une erreur terrible que de penser ainsi. Parce qu'il dit, voilà, quelqu'un qui est fier de lui ne peut pas dire ça. Quelqu'un qui est fier de lui, même si on détient les passeports belges, français et autres, tous en anglais, on n'a pas les droits de dire ces choses-là. Parce que le Chinois ne le dira jamais. L'Indien ne le dit pas. Pourquoi les Noirs le disent ? Parce qu'il s'estime inférieur, il est complexé par sa situation et il est fait ainsi. L'Amérique latine est composée globalement des gens dont le racialisme a été la doctrine principale. Ces gens sont venus d'Europe, en général, d'abord les Espagnols, et puis par la suite, une armée quasiment d'Allemands, dont les racialismes, l'infériorité des autres races, y compris européennes, pour eux, était quelque chose de tout à fait essentiel. Ils sont installés massivement en Argentine et au Paraguay. Il y en a un peu partout, mais l'essentiel, l'ossature des gens les plus malveillants, les plus malsains, les plus racistes, les plus racialistes, au sens où on l'a vu notamment avec le docteur Mengele qui est parti faire ses expériences, c'est un nazi qui faisait des expériences sur les êtres humains, sont partis s'installer là-bas. Et alors, ils ont fait un travail de l'élimination systématique des Noirs. Comment voulez-vous qu'un pays comme l'Argentine, comme le Paraguay, qu'ils aient des équipes où il y a zéro noir, alors que les Noirs étaient là avant qu'eux n'arrivent. Les Noirs esclaves sont au Brésil et globalement les Noirs qui sont en Amérique latine, ce sont les Noirs qui sont partis sur la ligne directe à partir des côtes du Congo, de l'Angola, directement vers les Amériques, vers l'Amérique latine. On les trouve globalement au Brésil, on les trouve au Venezuela un peu, en Colombie. La Colombie laisse la place aux Noirs. Quand vous voyez l'équipe colombienne, il y a des Noirs dedans. Mais l'équipe du Paraguay et des Paraguayens, il n'y a pas de Noirs. L'Argentine, c'est pire encore. Donc il n'y a plus de race noire dans ces deux pays. Ils les ont éliminés. En Argentine, c'était à la fois, on les envoyait à la guerre, première ligne, presque désarmés, s'est fait massacrer, et puis par la suite, en introduisant, quand la fièvre jaune est arrivée, on les a stockés dans des camps, dans des périmètres, dans des ghettos où ils devaient être infectés et mourir pour disparaître. On a commencé à les sélectionner pour les mettre en domesticité, et puis ainsi de suite et tout. Et tout ça est connu en Occident. L'Occident aime ça, veut la disparition
des Noirs. Et quand j'entends les Noirs, c'est prévaloir de soutenir une équipe comme celle-là, c'est vrai que c'est festif, ça peut amuser tout ça, le football est très intéressant, c'est très amusant. Mais est-ce que vous avez la conscience de ce que vous êtes, de ce que vous soutenez? Est-ce que vous voyez un juif qui a subi la Shoah soutenir de quelque façon un Allemand? Il ne fera jamais. Peu importe ce que l'Allemand lui apporte, il ne fera jamais. Alors que l'Africain noir, en général, est très là, très, très bon enfant, très festif. Il joue avec tout ce qu'on lui présente, il est content. Ben écoute, moi je suis français, attention, moi je suis français. Tu t'es regardé? Est-ce que tu t'es regardé? Ah non, moi je suis belge, je me sens tellement belge. Est-ce que tu t'es regardé? Est-ce que tu sais comment l'autre te regarde? De Gaulle dit dans les années 60, quand on lui pose la question, c'est quoi un Français? Et cette réponse s'applique à tout l'Occident. Il dit un Français, c'est un homme blanc des cultures judéo-chrétiennes. C'est ça un Français. Il n'a pas pensé aux Antilles, qui sont françaises depuis, qui étaient françaises depuis presque 300 ans, Ouais. du fait de l'esclavage. Il n'a pas pensé à ça. Il est le père de la Ve République, et c'est lui qui pose les bases des sous-chiens, ce qu'on appelle les sous-chiens. Aujourd'hui, il y a un langage philosophique où on appelle les sous-chiens. Les sous-chiens, ce sont les gens dont on estime être de la souche française, qui est chrétienne, qui est judéo-chrétienne et caucasienne. Mais peut-être un petit mot par rapport à l'équipe de France qui est dominée par les Africains de race noire. Selon vous, qu'est-ce qui favorise cela? Pourquoi ces Noirs-là se reconnaissent plus comme étant français qu'africains? Non, ils ne se reconnaissent pas comme étant plus français qu'africains. Il s'avère tout simplement que dans les sports, comme dans la plupart des choses, lorsqu'on y met du sérieux, qu'on applique les règles de manière la plus sérieuse possible et tout ça, on est, nous, peuple originaire d'Afrique, Bantous en général et autres peuples d'Afrique, noirs, nous sommes les meilleurs. On peut le démontrer. Mais pour être les meilleurs, il faut être dans les conditions de pouvoir le faire. Un exemple simple, nous n'avons pas d'équipe nationale au sens réel du terme. Notre équipe nationale, c'est une sorte de melting pot, une sorte de patchwork des enfants qui grandissent ailleurs, qui jouent ailleurs, parce qu'on n'a pas de championnat. On n'a pas de championnat, c'est-à-dire c'est sur la base des championnats qu'on évalue l'équipe nationale. Il y a un championnat français qui fait que Paris Saint-Germain gagne et devient aujourd'hui champion d'Europe. Et on a eu avec Marseille pendant une période. On a des écoles de formation, on a Nantes, on a Auxerre, on a aujourd'hui Paris, des grandes écoles de formation. Nous, on n'en a pas. On n'a rien. On se contente de récupérer ce que les enfants font à l'extérieur et peuvent venir nous apporter leur contribution parce qu'ils ont un cœur congolais. À ce rythme-là, l'Afrique ne peut, un État africain ou un pays africain ne peut jamais remporter la Coupe du Monde. Mais tant qu'on n'a pas mis en place des structures, des sports chez nous en Afrique, avec des écoles de sport en Afrique, un encadrement précis, financé, tant que pour aller jouer au match de football, on n'a pas à faire tout un circuit très complexe, où les enfants sont fatigués dans les aéroports, où les hôtels ne sont pas payés, où il faut toujours faire appel au chef de l'État pour régler les problèmes. Tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes, on n'a rien fait. On est content de voir, c'est toujours festif en fait, mais bon, on est content de pas grand-chose. Bon, pour revenir un peu aux enfants français, donc ils sont dans ces systèmes-là, dans lesquels ils grandissent. Mais ils sont très talentueux aussi. Et c'est parce qu'ils sont noirs, ils ont du talent. Ils ont ça dans le sang. Vous savez, le football a pris l'envergure la plus sérieuse avec l'avènement de Pelé. À 17 ans, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Parce que lui gagne sa première Coupe du Monde à 17 ans. Il en a gagné 3. C'est le meilleur. Ça s'appelait le football samba. Les rythmes dans le sang, la rapidité, toutes ces choses-là, tout ça. Parce qu'on a ça, nous avons ça, comme savoir chanter, tout ça, on a ça. Nos frères qui sont partis aux Amériques et aujourd'hui, on nous a produit des Michael Jackson et tout le reste, parce qu'on a ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'aurez pas ça, parce que ce sont des dispositions naturelles dans certains sports, dans la musique, dans ces choses-là. Donc, maintenant, quand on est dans un pays sérieux, qui investit là-dedans, on en profite pour donner la lumière. Au basket, c'est pareil. Aux États-Unis, il n'y a que les nôtres aussi qu'on envoie là-bas, les Mutombo Dikembe, d'heureuse mémoire. Donc, essayer de pouvoir performer dans ce domaine-là parce que ce sont les dispositions naturelles. Donc, ils ont ces dispositions-là, mais regardez comment est-ce que
on les traite. Parce qu'on les reconnaît la nationalité française pour apporter une coupe, mais on ne les reconnaît pas la nationalité pour participer au débat français. Parce qu'il reste toujours une sorte de Français de deuxième zone. Si vous allez sur la définition de De Gaulle qui vous dit un Français, c'est un caucasien, donc un blanc, caucasien, souchien, judéo-chrétien. D'ailleurs, judéo-chrétien qui est une aventure terrible et un pléonasme parce que le christianisme a toujours été anti-juif. Le christianisme a combattu le judaïsme depuis les premières heures. Donc, cette appellation n'est pas conforme à l'idée précise. C'est une sorte de matraquage, de propagande, mais la réalité n'est pas celle-là, parce que si on part du principe que ce sont les Juifs qui ont tué Jésus, donc il n'y a aucune raison qu'on puisse dire que c'est judéo-chrétianisme. Donc c'est un peu... mais bon, toutes ces choses-là, il faut les apprendre. Mais malheureusement, j'ai entendu certains de vos députés dire que bon, la philosophie ne sert absolument à rien, parce que quand on fait la philo, il n'y a pas un endroit où c'est marqué, oui, venez ici, on engage des philosophes. Au passage, ils oublient une chose, c'est que la séparation des pouvoirs, ce sont les philosophes qui ont instauré ça. Tous les textes qui composent la situation d'une société, ce sont les philosophes qui ont instauré ça. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, tous les domaines d'activité humaine vont être complètement happés par la technologie, vont dégager les humains. Qu'est-ce qui va rester aux humains? Le raisonnement. Et qui accorde les raisonnements? La philosophie et rien d'autre. Merci beaucoup pour cette première partie, mais parlons un peu aussi du fanatisme politique. Ses causes et ses conséquences. Oui, le fanatisme politique, c'est une maladie. Un fanatique, c'est un simple d'esprit. Un fanatique, dans tout le domaine d'activité, un fanatique, c'est un simple d'esprit. Il ne sait pas, parce qu'il n'a pas d'esprit pour lui-même. Parce que si ça s'arrêtait un seul instant pour dire « ça paierait à Oudé », ose connaître. Mais il ne peut pas s'arrêter pour dire ça paierait à Oudé. Parce que c'est un simple d'esprit. C'est un simple esprit qui est en train de marcher dans l'obscurité sans lampe. Il cherche sa route. Mais il n'a pas de lampe. C'est quoi la lampe? C'est la raison. Or, la raison vous exige de remettre en question sans cesse toute démarche qui est la vôtre. Mais un simple d'esprit n'a pas de raison. Il n'a pas les facultés le permettant d'aller chercher la raison. D'où il peut dire, c'est quoi la philo? C'est rien du tout, parce qu'il n'a pas la raison. Quelqu'un qui a la raison, dire la réflexion philosophique, c'est rien du tout. C'est dire que manger et boire, c'est rien du tout. C'est dire que l'Église, c'est rien du tout. Alors que l'Église, c'est la philosophie. La branche la plus importante de l'Église, c'est la théologie, une branche de la philosophie. Il ne sait pas ça, parce qu'il est simple d'esprit, parce qu'il est fanatique. Les fanatiques, chez nous, sont aujourd'hui devenus une sorte de nouveaux Philistins. Philistins. Comme dans la Bible. Comme dans la Bible. Mais ces Philistins, au sens nietzschéen du terme, c'est un sens qu'il avait affecté à la bourgeoisie qui ne voulait plus créer, qui ne voulait plus rien faire. Et il les appelait les Philistins. Dans un livre mémorable, Les crépuscules des idoles, dans lequel il attaquait David Strauss, et il a sorti ces mots-là, il a construit sur ces fondements-là, les Philistins. Et moi, je l'applique aujourd'hui à la RDC, la philisterie de la RDC. Et c'est en politique qu'elle s'exerce et dans les églises des réveils. Expliquez-vous un peu, s'il vous plaît. Parce que... Les Philistins sont des fanatiques qui vivent dans l'obscurité la plus totale. Ils sont liés par les ventres. C'est-à-dire que vous lui donnez à manger, vous lui donnez à boire, vous lui garantissez un revenu important, il dira tout ce que vous lui direz de dire. Il croira en tout ce que vous direz. Si vous lui dites à un Philistin, parce que je vous donne l'argent, je vous dis de dire qu'à midi, il fait noir. Il dira à tout le monde qu'il fait noir à midi. Nous sommes la nuit à midi. Parce que c'est un Philistin. Il n'a pas de raisonnement propre. Et alors, un Philistin, finalement, les Philistins, les fanatiques que nous avons en RDC en politique, regardez comment ils se comportent. Comment ils se sont comportés avec les Djalelo dans les années 60, 70, 80, derrière Mobutu. C'était des Philistins. Des Dionysos comme le disait aussi Épicure. Et ils sont comportés de la même façon pendant la période de Kabila. Kabila désire, Kabila c'est ci, Kabila sans toi c'est tout ça. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui vilipendent Kabila. Et là, actuellement,
ils sont accrochés à Félix Tshilombo. Matin, midi et soir. Ils lui font croire qu'il est devenu une sorte de demi-dieu. Parce qu'ils reçoivent à manger, à boire. Et dès lors qu'un leader croit en ça, il tombe dans les travers des Philistins, il perd sa propre logique. Parce que les honneurs tiennent en esclavage les hommes et les dieux, disait Héraclite. Mais apparemment c'est le modèle d'homme que beaucoup des jeunes adultes, parce qu'ils ont le lucre, ils ont tout ce qu'ils désirent. Mais entre la raison et le lucre, qu'est-ce qu'il faut choisir? La raison vous conduit à pouvoir construire votre vie autour des idéaux. L'argent pervertit votre vie. L'argent incorpore une sorte de malpropreté humaine. L'argent n'a pas d'hygiène. Si l'argent, vous ne l'avez pas gagné de par votre propre sueur, il n'y a pas d'hygiène dans les finances. Les finances n'ont d'hygiène que par la sueur de votre front. Vous mangerez par la sueur de votre front. Avez-vous sué pour pouvoir manger? Non. Vous avez chanté pour manger. Dire la vérité sans cesse. Avez-vous dit la vérité? Non, vous avez menti pour manger. Donc vous nourrissez vos enfants du fruit du mensonge, de la propagande et du fanatisme. Mais comment éviter aux générations futures de tomber dans le fanatisme? D'où la philosophie a son importance, qui prône la vertu comme la Bible prône la vertu, qui prône la science comme la Bible prône la science, qui prône la foi dans les savoirs comme la Bible prône la foi en Dieu. Lorsque vous avez ces trois outils, la foi en la connaissance, la vertu, la quête de la connaissance, vous ne pouvez agir que utilement pour vous-même, d'abord, et pour la société par la suite. C'est y compris pour ceux qui sont en politique. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, on va revenir sur notre chapitre du livre Puissance, si j'étais président. Alors, pour la dernière fois, on n'a pas malheureusement indiqué la promotion. Le livre est toujours en vente. Beaucoup de points de vente vont nous être donnés ici par l'auteur qui est en face de nous. Puissance, si j'étais président, préfacé par Ngoma Binda. Alors, premier chapitre intitulé comme suit: du peuple congolais, si ma mémoire est bonne, du peuple congolais, justement. Congolais avec un K. On a posé la question, beaucoup qui lisent cet ouvrage, on a vu même dans les commentaires sur YouTube. Mais Congolais avec un K, pourquoi K et non C? Mais les Congo central, pourquoi K et non C? Les royaumes Congo, pourquoi K et non C? C'est la question. Moi, j'ai la livre aux linguistes, aux spécialistes de ce que nous sommes, aux spécialistes, aux anthropologues de ce que nous sommes. Qu'est-ce que signifie Congo avec C? Rien du tout. Qu'est-ce que signifie Congo avec K? Beaucoup de choses. Parce qu'on ne peut pas déterminer l'appartenance à une entité politique et humaine sans donner la signification. Tout chez nous a une signification. Depuis qu'on nous porte les noms étrangers, on a complètement oublié ce que nous sommes. Complètement oublié. Je peux expliquer ce que veut dire Manjolo Bouakila, mais je ne saurais expliquer ce que veut dire Pépin Guillaume. Je ne saurais expliquer, parce que ce n'est pas de chez moi. Si je vais sur mes terres, on m'expliquera, voilà, Manjolo, ça veut dire ceci. La sacralité du nom, la terre, les origines, voilà d'où nous venons, comment nous avons tracé notre chemin. Et ça veut se dire ceci, c'est là. Les Congo a une signification. À la fois cet esprit de léopard, à la fois cet esprit de batteur de fer, du cuivre et tout ça, et qui est incorporé dans notre système mental, philosophique et même spirituel. Et les Congo, avec ça veut dire quoi exactement? Comment peut-on s'appeler des noms ou donner à notre pays un nom dont on ne peut pas donner nous-mêmes la signification? Comment est-ce possible? Les Français, les Francs sont là. C'est un peuple sur lequel on tire l'origine. Qu'en est-il de nous? Aujourd'hui, nous sommes fiers de porter une litanie des noms qui viennent de la Bible et on est content de ça. On ne sait pas l'origine. Pourquoi ce type-là s'est appelé Noé? Pourquoi l'autre s'est appelé Moïse? Pourquoi quelqu'un d'autre s'est appelé ainsi de suite? On ne sait pas. On est fiers de porter ça. Et comme on a des fanatiques dans les églises, autant qu'en politique, et que c'est vraiment la fête, la kermesse des Philistins en RDC,
Tout paraît normal. Toute personne qui s'oppose à cette tendance du fanatisme ecclésiastique et fanatisme politique est mise au banc, soit pour sorcellerie, soit pour opposition et affront à la majesté de ceux qui dirigent. Malheureusement, c'est ça. C'est-à-dire l'intelligence est exclue. Il n'y a pas place pour les raisonnements et l'intelligence. Même si la Bible le dit, on s'en fout. On s'en fout de cette place-là. Même si la Bible dit, attention, à la fois ajouter la raison, la vertu et tout ça, la connaissance, on s'en fout. Ça, on ne veut pas savoir. Nous, on est fanatiques, c'est tout. Un fanatique n'a pas besoin de savoir. Un fanatique doit être pauvre d'esprit. Parce qu'il ira au paradis dans la mesure des pauvres d'esprit. Ah ben oui, mais pauvre d'esprit, c'est-à-dire que vous ouvrez votre esprit pour accéder à tout, mais pas vous fermez votre esprit à la connaissance. Parce que la même Bible vous dit, il faut la quête de la connaissance. Et qu'est-ce qu'on en fait? Et en politique, c'est pire encore. Ah, on a fait des idéologies en politique. Il y a des idéologies en politique. Tout à fait. L'idéologie des gauches, de la social-démocratie, qui veut que l'État prenne un peu plus de pas pour que le plus grand nombre, les déshérités et ceux qui n'ont pas de dons propres puissent s'en sortir. Ça, c'est l'idéologie socialiste et de ce qu'on appelle la social-démocratie. Et puis, il y a l'idéologie libérale du conservatisme. On dit non, on va promouvoir les dons. Très bien. Lorsque le pays est géré par les socialistes, à la fois du temps de Kabila et aujourd'hui du temps de Tshisekedi, les PPRD, qui étaient les chefs de file de notre famille politique, est socialiste. Moi, je suis libéral de l'ULDC, mais j'appartenais à un grand groupe nommé AMP, MP et puis finalement FCC. Je suis toujours membre du FCC, mais la question qui se pose et qui s'est posée à moi est que, puisque la tendance générale, c'est la social-démocratie et que nous suivons, quelle est la part du peuple dans ça? Il est vrai qu'il y a une lutte extraordinaire du temps du FCC pour les codes miniers permettant que une grosse partie des revenus des ressources minières reviennent à la population. Donc on est passé de presque de 2 ou je sais pas moi 1,35 à 10% des revenus miniers qui doivent revenir absolument à la population. Ainsi on peut construire les hôpitaux, les écoles, les routes et tout ça. Très bien, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. D'accord. Maintenant, quand j'arrive à la période Tshisekedi, qui sont les socialistes purs et durs, mais je ne vois pas les socialistes s'exprimer dans la rue. Tout ce que j'entends matin, midi et soir, ce sont les affaires. Les socialistes qui s'enrichissent. Les précédents se sont enrichis aussi, attention, et beaucoup. Les immeubles pilules, l'argent gonfle dans les comptes, on les jette. Aujourd'hui, on les jette de manière tout à fait visible. On les voit. L'argent balancé, on s'est prévaut de ça. On fait la fête matin, midi et soir. On est habillé en blanc, bling bling et tout ça. C'est ça, le socialisme. Je suis désolé, ce n'est pas ça. Donc, on ne croit pas à l'idéologie socialiste parce qu'on ne l'applique pas. Oui. On ne croit pas en l'Église parce qu'on n'applique pas non plus. On ne croit pas en la science parce qu'on n'en veut pas. Vous permettez que je pose une question personnelle qui touche votre personne, parce qu'on a entendu beaucoup des membres du FCC de l'époque aujourd'hui avec le président Tshisekedi dire qu'ils regrettent d'avoir été aux côtés de Kabila parce qu'ils étaient manipulés, ils étaient floués, et aujourd'hui ils se rendent compte qu'ils étaient dans la manipulation, ils dénoncent cela. Ils ne sont pas pour, ils regrettent cela. Est-ce que vous, qui avez été également avec Kabila, Joseph Kabila, dans sa famille, jusqu'aujourd'hui, vous êtes toujours avec lui. Oui. Est-ce que vous irez jusqu'à dire, est-ce que vous regretterez également votre choix d'avoir appartenu à cette famille ou d'appartenir encore à cette famille? Quel est le degré de crédibilité de ce genre de propos lorsqu'on a la bouche pleine? C'est la seule réponse que je peux donner. Quel est le degré de crédibilité de ce genre de propos lorsqu'on a la bouche pleine? Vous verrez, lorsque le mandat de Félix Tshisekedi s'arrêtera, les mêmes, parce que ce sont les mêmes qui étaient avec Mobutu. N'oubliez pas ça. Ce sont les mêmes qui étaient avec Mobutu, qui ont chanté pour Mobutu, qui ont accompagné Mobutu jusqu'au bout. Ce sont les mêmes qui étaient avec Kabila jusqu'au bout. Et ce sont les mêmes aujourd'hui qui sont encore avec Félix Tshisekedi. Alors, quel est le degré de crédibilité de ça? Moi, j'appelle simplement les uns les autres à la lucidité. Ça ne coûte pas cher. La lucidité. C'est poser de vraies questions. En commençant par les chefs de l'État. La lucidité. Les gens
Et il le sait lui-même. Ne croyez pas que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne le sait pas. Il le sait. Il a vu ces gens-là. C'est comme les fanatiques. Comme vous... Il a vu ces fanatiques-là à des périodes. Il en a même parlé. Quand vous suivez ces interviews pendant les années 80 anti-Mobutu, il parlait des gens qui, par la suite, se sont trouvés avec Kabila. Et ces mêmes personnes sont aujourd'hui avec lui. Oui. Croyez-vous qu'au fond de lui, il a changé de discours? Il compose, simplement, mais il sait pertinemment que ce qu'ils disent est lié à leurs propres intérêts, à leur ventre. D'accord. On va revenir à l'ouvrage. Vous avez défini le concept puissance dans l'ouvrage. On va chercher la page. Alors, puisqu'on a parlé de puissance, puissance et peuple congolais avec un K, la question est la suivante. Par quelle manière le peuple congolais peut s'approprier la notion de puissance? La façon la plus pratique pour accéder à la puissance, c'est la contre-indication de ce qui se passe actuellement. La contre-indication. La contre-indication. On doit complètement... C'est comme si on roulait avec une voiture dans le mauvais sens, en marche en arrière. Le Congo, depuis un certain nombre d'années, roule en marche en arrière. Il suffit que quelqu'un dise, écoutez les gars, on ne peut pas continuer à rouler en marche en arrière, roulons en marche en avant. C'est simplement ça. C'est un petit jeu basique. Nous sommes en train d'aller vers l'homo deus, l'homme-dieu, qui va vivre entre 150 ans et 200 ans du fait de nouvelles technologies, notamment de l'intelligence artificielle, qui va modifier complètement la vie humaine, qui va attaquer les maladies à la source, qui va travailler comme... Il y a une sorte de méduse qui est un être particulier. Il y a une méduse qui est éternelle, qui ne meurt pas. Cette méduse, quand elle arrive à un certain âge, elle retourne à l'enfance. Elle a un mécanisme de retour vers sa naissance. Elle reprend à zéro sa vie pour revenir là où elle était. Et chaque fois, elle fait le même geste. Elle revient. Sauf si vous l'attrapez, vous l'arrachez de son milieu naturel. Mais tant qu'elle reste dans son milieu naturel, cette méduse fait cette démarche sans cesse. Arrive à un âge, revient à l'enfance, et remonte, ainsi de suite et tout ça. Et aujourd'hui, l'homo deus pense déjà comment on peut fonctionner comme cette méduse-là. Nous sommes à ce stade-là avec l'intelligence artificielle. Bien. Qu'est-ce qu'on a investi là-dedans en RDC? Zéro. Intelligence artificielle. Rien. Qu'avons-nous investi dans les nouvelles technologies? Rien. Avons-nous construit de nouvelles écoles spécialisées dans le domaine? Rien. La pensée congolaise pour sa structuration institutionnelle a-t-elle été faite déjà? Malheureusement, non. Tout ce que je vois ici, c'est l'armada des constitutionnalistes pour l'essentiel, qui sont des mendiants, qui courent après les hommes du pouvoir, parce qu'ils l'ont fait du temps de Mobutu, ils l'ont fait du temps de Kabila, ils les font du temps de Tshisekedi. Ce sont les mêmes qui font ça. Vous allez apprendre, donc ils vont à l'école pour apprendre une technicité, un savoir, parce que c'est pas de l'intellectualisme au sens où l'entend Camus, Sartre, Schopenhauer et les autres. Ils ne vont pas laisser leur nom dans l'histoire, il ne faut pas compter là-dessus. Il n'y a pas des noms de constitutionnalistes extraordinaires, tout ça, non. Si on a quelqu'un qui a travaillé sur les règles dont on tient les noms jusqu'aujourd'hui en droit, c'est Cicéron parce qu'il était en même temps philosophe et politique. C'est pas parce qu'il était simplement juriste, non, ça n'existait pas. Un juriste basique, tout ça n'a pas de prétention à dire, il va laisser son nom dans l'histoire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est là, qui est un technicien d'un savoir précis, qui est la Constitution, comment on l'interprète, comment la légistique de la Constitution, ça s'arrête là. C'est pas une spécialité extraordinaire, il ne change pas les mondes. Mais il pourrait changer les mondes, si jamais il allait dans les scories de l'histoire de la RDC pour voir l'âme congolaise, l'âme et l'esprit congolais, comment ça fonctionnait. Vous savez, j'étais en train de lire un texte là de Léo Frobenius. Léo Frobenius, c'est un Allemand qui a écrit sur les riverains du Kasaï, sur les contes des riverains du Kasaï. Et vous allez puiser là-dedans des éléments de culture, des éléments de droit, des éléments de fonctionnement. Vous allez lire Soyer, qui est un Belge, dans les années 30, qui avait écrit sur les mariages coutumiers. La technicité du mariage coutumier, comment ça se passait? Ça sont les auteurs qui restent parce qu'ils ont été voir dans les scories de l'histoire de la RDC
Comment ça fonctionne? Soyer, c'est un Belge, il a étudié ça sur la RDC. Mais nos constitutionnalistes font quoi? Ils interprètent des constitutions. Et vous avez entendu dans un pays qu'on puisse honorer un constitutionnaliste au motif que tout ça, je suis professeur d'université, j'enseigne, je suis constitutionnaliste. Ça ne verra du tout, c'est du bavardage, c'est du verbiage. Propose-nous de descendre dans les profondeurs de l'âme congolaise, aller puiser ce qui est bon. Je ne dis pas que tout est bon, parce que j'ai vu plusieurs fois les gens me dire, oui, mais non, c'est qu'avant. Ben oui, mais d'accord. Chaque être humain, comme tout oiseau, construit un nid en fonction de ses réalités. D'accord. Monsieur Bengue Manjolo, quand on voit la manière dont vous décrivez ce peuple Congo, c'est un peuple, en tout cas un peuple extraordinaire, talentueux, qui était un peuple qui était vraiment à un niveau très très avancé. Mais comment expliquer le fait qu'on ait été suffisamment avancé et qu'on soit aujourd'hui derrière presque tous les peuples du monde entier? Comment nous sommes passés de la puissance à la faiblesse? C'est par l'effet du mimétisme bas de gamme. C'est-à-dire? Mimétisme bas de gamme. Tout le monde veut être riche, tout le monde veut être puissant, tout le monde veut avoir des femmes et des maisons, tout le monde veut avoir l'argent. Et les moyens les plus faciles, c'est entrer en politique parce que on rase gratis. Quelle est la place de l'intelligence? La question que vous posez, c'est une question qui est liée à ce qu'on a vu dans l'histoire du peuple Congo. Quand vous allez dans les musées, vous voyez qu'ils travaillaient sur les cuivres au 5e siècle déjà. Quand vous allez au Congo central, ils ont commencé à travailler sur l'écriture mandombe. Depuis très longtemps, la transmission d'informations sur l'écriture. Les sons des tam-tams codifiés pour annoncer des nouvelles. Tout ça, c'est un travail intellectuel et tout ça. Ben, voilà. Et Shango avec les bâtons et tout ça, les mathématiques abstraites. Il y a une lettre que Stanley envoie à un de ses amis au journal Herald, en Angleterre. Nous sommes en 1800 quelque chose. Et dans cette lettre, 1889 ou 87, quelque chose comme ça, 87 je pense, me semble-t-il. Dans cette lettre, il dit, cher ami, je suis arrivé à Irebu, la populeuse Venise du Congo. J'y ai trouvé un début d'industrie, le commerce organisé, la connaissance parfaite de la géographie, y compris une capacité diplomatique particulière. Il conclut par ceci. Ce peuple, si on le laisse aller à son rythme, il ira très loin. Il va augmenter ses connaissances, les modifier, les performer. C'est ce peuple-là dont on parle. Nous avons été frappés, occupés, mis en esclavage, les mains coupées. Quand on sort de là, après l'indépendance, nos pères, dont Manjolo Jonas, à la table ronde, après avoir conquis leur dignité d'homme, parce qu'ils étaient des sous-hommes jusqu'en 1960. C'était ça la terminologie des Belges, oui, des sous-hommes, c'est effectivement ça. Vous prenez la controverse de Valladolid jusqu'à l'indépendance, on considère que les Noirs est inférieur. Vous prenez les livres de Arthur... C'est pour ça qu'ils sont venus nous coloniser. Bien sûr, mais ils sont établis, la hiérarchie des races, lisez Arthur de Gobineau, c'était un Français, c'était un diplomate français qui écrit ça. Des choses farfelues qui sont étudiées dans toutes les écoles. Et regardez comment ils se comportent. Vous avez entendu l'entraîneur de l'équipe belge dire exactement, ces gens-là ne sont pas capables de la concentration jusqu'à la fin du match. Ces gens-là ne sont pas capables de la concentration jusqu'à la fin du match. Parce que nous sommes codifiés, qualifiés des gens qui fonctionnent comme ça. Et nous agissons pour répondre positivement à cette perception-là. Au lieu de faire les contre-pieds, mais non, nous continuons à agir de cette façon-là. Ces gens-là n'ont pas de religion, ils avaient la religion, on l'a retirée, on l'a remplacée par la nôtre. Ils se battent, ils se tuent pour nos religions. Donc vous arrivez au Soudan, au Nigeria, les chrétiens contre les musulmans se battent. Ni les uns ni les autres, ce n'est pas les religions, ce sont les religions qui sont venues de l'extérieur. Mais ils se battent, ils deviennent les porteurs de cette religion-là. Et les autres vous regardent comment? Le christianisme qui vient d'Orient est aujourd'hui presque effacé en Occident. Les églises sont là parce que c'était une politique pour s'imposer. Le Vatican avait l'autorité totale sur toute l'Europe et tout. Et puis, ça a commencé à s'atténuer à partir de la Renaissance. On a dit non, l'histoire de les religions à la place de l'homme, c'est pas possible. L'homme doit revenir, la science doit revenir, ainsi de suite et tout ça. Donc, on a commencé à effacer tout doucement. Les églises sont vides. Les églises occidentales aujourd'hui, catholiques, mais elles sont occupées par les Noirs. Ce sont les Noirs qui sont les prêtres là-bas. Les Blancs, il n'y en a presque plus. C'est pour dire que donc, on a transféré
tout cet amusement spirituel entre les mains des Noirs, et eux continuent à faire la science qu'ils ont instaurée depuis la Renaissance. Ils ne s'arrêtent pas. Et nous, pendant ce temps-là, avec nos matières premières et tout le reste, nous prions. Et eux, pendant ce temps-là, cherchent l'intelligence artificielle, augmentent la philosophie. Et d'ailleurs, les grandes entreprises, et je clôture là-dessus sur l'intelligence artificielle, l'entreprise qui a sorti l'intelligence artificielle Claude, c'est elle qui a permis de pouvoir organiser l'arrestation ou l'enlèvement du président Maduro. C'est-à-dire que toute la technicité qu'on a vue pour aller enlever, kidnapper le président Maduro à Caracas, c'est l'intelligence artificielle qui a confectionné ça. Et aujourd'hui, ils lancent toutes les maisons d'intelligence artificielle, sont en train de lancer, ils sont à la recherche des philosophes. Ils engagent des philosophes pour réfléchir sur le monde à venir. Parce que seuls les philosophes ont la liberté des critiques, d'évaluation et du raisonnement. Contrairement aux autres domaines qui sont liés à l'argent, liés au pouvoir, les philosophes réfléchissent sur les mécanismes sociaux, la vertu et la sagesse qui permettent à l'homme de pouvoir continuer à vivre en société. C'est les philosophes. Ce n'est pas les parlementaires, ce n'est pas les ministres. Et quand tu vois des parlementaires en train de rigoler parce que quelqu'un a dit ça, et ils sont fiers d'eux, et parmi eux, plein de professeurs d'université qui font la philosophie du droit, qui sont philosophes. Pour eux, c'est un amusement. Et il y a un ami français qui a vu cette émission-là. Il a dit, vous n'allez pas vous en sortir. Si vous êtes encore à ce niveau-là, c'est que vous n'avez rien compris du tout. Mais tous vos textes sont des textes philosophiques. Séparation de pouvoir. Montesquieu, ce n'est pas un homme politique. Vous n'avez pas compris. Mais quand vous arrivez à Paris, les métros, les rues, c'est Voltaire, c'est Montesquieu, et vous n'avez pas compris. Vous pensez que quand vous donnez vos rues à vos politiques, tout ça, c'est ça qui fait une civilisation. Les politiques ne font pas la civilisation, c'est les penseurs qui font la civilisation. Mais puisque vous parlez à la page 98 ou 98, suivant ma version, vous parlez des civilisations, parce qu'on parle de civilisations qui naissent, qui grandissent et qui périssent bien souvent dans la mauvaise gestion de cultures étrangères. Oui. Est-ce que la civilisation congolaise d'aujourd'hui risque-t-elle également de disparaître? Mais est-ce que la civilisation congolaise, au sens où on peut l'entendre, existe encore? La civilisation congolaise des origines, dans les empires, dans les royaumes, je ne suis pas là pour embellir, mais il semble tout simplement que chacun avait sa place. Les sages étaient vraiment les sages. Chez les Kassaïens, on appelle quasiment les Bipuitanfuanka. C'était les sages qui devaient réfléchir sur la société. Un griot, c'était un griot. Un pêcheur, c'était un pêcheur. Un chasseur, c'était un chasseur. Chacun occupait sa place en fonction de ses compétences et ses dons. Qu'en est-il aujourd'hui? Tout le monde est en politique. Et la politique est composée, en gros, vous allez regarder, en termes de formation philosophique et tout ça, des semi-lettrés et des analphabètes. Donc la réflexion de la gestion de la cité se passe sur les fonds de la philosophie, pas sur les fonds de la notoriété publique. On a confondu les choses. La notoriété publique n'accorde pas les compétences à quelqu'un. Parce que vous êtes célèbre, parce que dans votre quartier on vous adule, donc vous êtes intelligent pour gérer. Non, 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 non. Le fait que vous soyez célèbre, c'est une chose, parce que vous participez à une communauté, vous servez la communauté, et ainsi de suite, tout ça. Mais le fait de pouvoir penser, faire des règles de société, des règles, des lois, des arrêts, des arrêtés, des ordonnances, nécessite quelque chose d'autre que la notoriété. Et vous allez comprendre une chose, c'est que, et Nietzsche l'a dit, et je l'ai dit dans un texte qui s'appelle L'homme et la structure, ce texte, je l'ai sorti à une période où, au niveau du FCC, on ne voulait pas m'entendre parler parce que j'étais subversif. J'ai dit que les incompétents en général vont devoir coopter comme collaborateurs plus incompétents qu'eux parce qu'ils doivent les trouver intelligents. Alors qu'un homme d'État véritable, c'est ce qu'on appelle un homme supérieur. Que veut un homme supérieur? Un homme supérieur provoque, convoque, invite, sollicite la contradiction pour avoir l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. C'est ça un homme supérieur, un homme d'État.
Un homme d'État à qui on dit quelque chose pour sa faveur personnelle, pour son honneur personnel, ce n'est pas un homme d'État. Un homme d'État qui accepte les courtisans sans cesse autour de lui, du maréchal Mobutu, en passant par les deux Kabila jusqu'à Tshisekedi, il n'y a eu que ça autour des chefs d'État. Je n'ai pas 5 personnes, je n'ai pas 15 personnes, en tout cas je suis mal entouré. Non, toutes ces choses-là participent à l'incapacité à pouvoir penser faire la civilisation qui était basée sur les sages qui accompagnaient les rois. Le plus grand problème, c'est l'homme. Ben, c'est l'homme. C'est celui qui dirige, doit incorporer ces principes. Dans ce texte ici, je parle des Teke, du peuple Teke, du processus d'accéder au trône, avec les principes d'Enkira. Ceux qui liront les textes verront comment c'est compliqué d'arriver à ce niveau-là. Parce qu'il faut des atouts, il faut des éléments, il faut une sorte d'entraînement personnel. Ce sont les hommes d'entraînement. Donc vous posez carrément la même pratique pour accéder au poste de responsabilité. Bien sûr. Parce que, imaginons-nous un seul instant. Nous sommes un pays qui a toutes les matières premières, mais on ne les transforme pas. On ne peut pas se poser la question pourquoi on ne les transforme pas. Nous sommes un pays qui a des rivières en voici en voilà. Et j'ai eu ce problème au Japon avec un Japonais qui me posait la question, ah oui, mais vous avez un problème d'électricité parce que vous n'avez pas d'eau apparemment. Je dis, mais on a des rivières partout. Ah bon? Vous n'avez pas d'ingénieurs? On a des ingénieurs. Mais ils font quoi? Bah, ils font de la littérature. Voyez-vous? On est transformé, on ne fait rien. Alors que c'est là-dessus qu'on devait baser notre civilisation, puisque nos ancêtres ont fait des houes, ont fait des machettes, ont commencé à faire les mathématiques. Et nous, aujourd'hui, nous sommes incapables de transformer nos matières premières alors qu'on a toutes les sciences. Quand vous faites le tour du monde, vous avez des universités où il y a plein de Congolais dans tous les domaines. Mais est-ce qu'on peut faire venir ces gens-là, ne pas les toucher, ne pas leur demander de pouvoir danser matin, midi, soir pour un homme ou pour les hommes, leur laisser leur office de la recherche de la production? Non, on ne peut pas le faire. Parce qu'on ne peut que chercher à s'augmenter en honneur en donnant à ceux qui chantent les louanges d'une personne ou d'un groupe de personnes. Et avec ça, ça a tué notre civilisation, qui est devenue la civilisation où les griots est plus important que les sages. Les chefs, l'empereur, les rois, chez moi, chez les Lunda, écoutent les sages, dansent sur ce que fait les griots et les troubadours. Mais ils écoutent les sages. C'est ça la différence. Mais vous critiquez également la démocratie. Vous dites que la fantaisie démocratique est une des tares de la comédie occidentale qu'il s'y est d'étouffer pour construire un modèle politique sui generis propre au Congo. Ah, mais la question que moi je propose, à la place de la démocratie, proposez quoi? Mais je dis bien la démocratie occidentale. Ok. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons vécu selon notre propre démocratie. La palabre est une chose qui existe depuis la nuit des temps chez nous. Il n'y a personne qui prenait des décisions de manière autoritaire. Certes, ça a existé, il y a des exceptions. Mais toute décision doit être prise par les sages qui entourent les rois pour dire ça on peut accepter, ça on ne peut pas accepter, ça on peut faire, ça on ne peut pas faire. Est-ce qu'on a attendu la Bible pour avoir les 10 commandements? On les avait. Et comment on les a eu ces 10 commandements? Comment ça se fait qu'on n'avait pas de portes fermées chez nous et qu'on a commencé à fermer les portes quand l'Occident est arrivé? Que le respect de la chose d'autrui, on n'y touchait pas. La femme d'autrui, on n'y touchait pas. Toutes ces choses-là, on n'a pas attendu l'Occident pour pouvoir le faire. Le mode de gestion de chez nous, on n'a pas attendu l'Occident pour faire ça. On a toujours géré. Nous sommes plus vieux que l'Occident. L'Occident, ce sont nos enfants. Mais qu'en est-il de nous exactement? La démocratie congolaise a toujours existé. Mais c'était la démocratie qui était réservée à ceux dont les compétences étaient de gérer la cité. Pas à la notoriété d'un griot. Parce que les griots chantent bien, parce qu'ils rapportent bien, on doit lui donner les pouvoirs de gérer la cité. C'est ça la démocratie au sens que nous la vivons aujourd'hui. Quelqu'un qui fait 50 000 voix, 100 000 voix, pourquoi? Parce qu'il est célèbre. Est-il célèbre parce qu'il a les meilleures règles sociales à proposer, à transformer la société? Non, parce qu'il a été généreux en donnant aux uns aux autres, mais en même temps il participe à une sorte d'ambiance festive avec les gens de son quartier. Et ça fait de lui quelqu'un de célèbre. Et cette célébrité-là confère les compétences pour gérer un pays de plus de 100 millions d'habitants? Un pays sous-continent? Non. Regardez bien. Mais ailleurs, pourquoi ça marche? Mais ailleurs, il y a un processus
Monsieur Dan, il y a un processus pour arriver à ce qui est aujourd'hui. Et ce processus fait que dans les années 30, jusqu'il n'y a pas longtemps en France, les femmes ne votaient pas, tout le monde n'avait pas le droit d'être candidat. Pour être candidat, il fallait avoir une certaine formation, avoir un certain métier, avoir géré un certain domaine. Et tout ça bien quantifié, pas de manière fantaisiste, bien quantifié. Et puis on pouvait être candidat. Dans sa société, on agissait pour promouvoir la société dans les bons sens, la valoriser dans les bons sens pour être candidat. Ce n'était pas si facile que ça. Ça a pris du temps. Et ce temps-là qui est pris, l'administration a été formée, on a construit les pays, on a fait tout ce qu'il fallait faire à tout ça. On peut même s'amuser avec la démocratie. Mais chez nous, on n'a pas droit à ça. On n'a pas droit à ça. On n'a pas le droit de fixer notre avenir sur la célébrité de quelques notoriétés dans le domaine festif. Je suis désolé. On détruit le pays jusqu'à ce qu'un jour il soit morcelé complètement parce qu'on n'a pas compris les mécanismes. Je ne suis pas contre la démocratie, mais je suis pour la démocratie congolaise, où les meilleurs doivent être placés là. Est-ce que les meilleurs sont vertueux? Non, pas forcément. Parmi les meilleurs, il y a beaucoup de personnes non vertueuses, je le sais. Mais là, il appartient à la justice de commencer à régler ces histoires-là de l'absence des vertus. Mais la justice, il faut la dégager de toute emprise. Ça aussi, c'est la vertu. Lorsque vous isolez la justice, que ça devient le régulateur ou la régulatrice de la société, là, c'est la vraie justice. Qui ne regarde rien, qui a les yeux bandés, qui règle les problèmes en fonction des lois qu'on met à sa disposition. Et regardez la loi sur les partis politiques en France et sur la gestion... lorsque vous fautez, vous ne pouvez pas être éligible. La famille Le Pen Marine, était une des premières personnes à soutenir cette loi-là. Quelqu'un qui a volé l'argent de l'État et tout ce qui a détourné doit être inéligible et tout ça, immédiatement. Mais on a appliqué ça sur elle. C'est tombé sur elle. Est-ce que chez nous, on peut penser que ça se fasse? Non. Parce que nous construisons pour soutenir nos notoriétés qui nous permettent de pouvoir survivre et vivre. Et par conséquent, on ne peut pas faire ça. Maintenant, regardons la marche, comment on appelle ça encore? La longue marche chinoise. Ils sont où aujourd'hui? Depuis 1949, ils sont au sommet. Est-ce qu'ils ont fait notre démocratie? Tout ce qu'on a ici, en gros, vient de la Chine. Nos téléphones, même ceux qui sont d'origine américaine, sont fabriqués en Chine. Est-ce que ces modèles chinois-là seraient inférieurs aux nôtres parce que nous honorons les troubadours et les notoriétés? En Chine, j'ai vu un responsable chinois dire, chez nous en Chine, on ne peut pas voter quelqu'un comme Trump. On ne peut pas. C'est même pas pensable. Parce qu'il faut un parcours, il faut une vertu, il faut une sobriété, il faut des connaissances, il faut des compétences globales depuis l'enfance pour arriver à ce niveau-là, gérer la Chine. Il y a, puisque vous avez décrit la société congolaise comme étant une société qui est dans le chaos qui s'est installé, il y a quand même, il existe un reliquat du Congolais, type homme. C'est la seule qui évitera qu'un grand nombre puisse disparaître. Cela existe, oui, comme vous le dites, mais comment les retrouver? Dans la société congolaise, il y a quelques pépites. Ça existe. On ne peut pas avoir une société complètement morte définitivement, non. C'est une société qui a su se régénérer chaque fois. En 1885-1889, il y avait plus ou moins 25 millions d'habitants pour tous les Congos. 25 millions d'habitants. Et en 1904-5, plus ou moins, la moitié était décimée par les mains coupées de Léopold II, nos fameux amis, la Belgique. Les premiers génocides les plus importants que la planète n'ait jamais connus. C'est en RDC avec les mains coupées. Les mains coupées, les parties génitales coupées, les têtes coupées, tout ça, pour les caoutchoucs. Nous sommes restés à 12 millions et demi. Nous nous sommes régénérés, la résilience, nous sommes régénérés. Et puis par la suite, transférés entre les mains de la Belgique pour nous coloniser. Nous sommes partis de l'état de soumission à un homme qui s'appelait Léopold II pour passer entre les mains d'un gouvernement. On a vécu comme ça jusqu'en 1960. Et en 60, on dit non, on veut notre dignité. Nos parents ont dit, nous voulons notre dignité. Et là, on rentre dans une nouvelle anarchie jusqu'aujourd'hui. À partir de 60? Oui, c'est une nouvelle anarchie jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est pas. Avant, on ne gérait pas. On a géré avant 85,
Et on a géré après 60. Entre 85 et 60, on n'a pas géré. On nous a géré. Mais de 60 à aujourd'hui, c'est nous qui gérons. Dans une anarchie totale. Toute personne qui se positionne pour dire, voilà, la bonne voie c'est celle-là, on la tue. Lumumba le premier. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas s'opposer à la malfaisance. On ne peut pas s'opposer à la mauvaise gestion. De tout temps, c'est comme ça. Il faut chanter de la même voix. Il faut chanter, comme disent les Italiens, tutti unisono. Tu ne sors pas des rangs. Tu sors des rangs, tu es un subversif, tu dois mourir ou aller en exil. Mais quand vous dites ça, parce que beaucoup d'États africains sont devenus indépendants en 60, oui. Est-ce que ça ne donne pas raison à cette théorie de Valladolid qui décrit l'homme noir comme étant un être inférieur? Est-ce qu'on ne leur donne pas raison par notre manière de gérer dans le désordre? Non, il ne faut pas leur donner raison parce qu'ils nous ont trouvés organisés. Ils nous ont mis leur poison d'en faire les modèles en portant leur nom, en étant dans leur religion pour être comme eux. C'est-à-dire que l'homme colonisé, quand il prend le pouvoir, il veut remplacer les Blancs qui étaient modèles. D'accord? Mais ceux qui se débarrassent de cette option-là sont en train de s'en sortir. Regardez Botswana. Ils s'en sortent. Ils ont leurs diamants qui permettent à ce qu'ils vivent décemment. Ils ont leurs diamants, seulement. Ils ont confectionné un contrat avec la De Beers qui exploite. Les revenus sont là. Ils investissent dans l'enseignement. Ils investissent dans l'agriculture, ils investissent dans la protection des parcs et tout ça. Et leurs enfants vont dans les grandes écoles. Ils créent même les grandes écoles sur place et tout ça. Le Botswana est là. Ils ont largement moins que nous. C'est un des pays les plus performants de l'Afrique. Ils parlent leur langue en permanence. Ils avancent. Mais nous sommes un pays qui ne veut pas d'authenticité. Je vais vous lire un passage de la perversion la plus terrible qui se passe notamment dans l'apport néfaste de la religion aujourd'hui dans notre pays. Cet apport néfaste a été constaté déjà il y a très longtemps par Spinoza Baruch. Et je lis à la page 159, je ne sais pas si votre version c'est la même page. Page 159. 159, vous savez, chez vous c'est soit 61, 62 ou un peu avant. Nous nous étonnons avec le même scepticisme que Spinoza, qui, avec l'éclairage de son érudition, dit que je me suis souvent étonné de voir des hommes qui professent la religion chrétienne, religion d'amour, de bonheur, de paix, de continence, de bonne foi, se combattre les uns les autres avec une telle violence et se poursuivre d'une haine si farouche que c'est bien plutôt par ces traits qu'on distingue leur religion. Nous en sommes là, en RDC. Église des réveils, Église catholique, Église protestante. Et tous les fidèles de toutes ces églises prient les mêmes dieux, prient les Christ. Et tous les politiques prient les Christ. Cette religion qui est la religion chrétienne, religion d'amour, de bonheur, de paix, de continence, de bonne foi, laisse ces gens se combattre les uns les autres avec une telle violence et se poursuivre d'une haine si farouche que c'est bien plutôt ces traits qu'on distingue, c'est par ces traits qu'on distingue leur religion. La religion chrétienne aujourd'hui chez nous, c'est la religion de la haine et de la violence, de l'animosité et de l'arrogance. Ce sont dans les églises qu'on recrute les hommes qui vont devoir gérer la cité congolaise. Et ce recrutement est posé sur l'appartenance à un groupe contre l'autre groupe. En quoi êtes-vous donc chrétien? En quoi êtes-vous chrétien? Ceux qui ne pensent pas comme vous sont les diables. Mais vous qui pensez la religion chrétienne avec autant de violence et d'arrogance et de fatuité, qu'en faites-vous à part de faire des autres religieux comme vous, des autres croyants comme vous, vos propres ennemis, et même pas adversaires, ennemis? Dites-moi, comment pouvons-nous avancer dans un pays où la religion qui prône l'amour, la piété et toutes ces choses-là, leur comportement, tous les croyants ont ces comportements-là d'une violence absolue. Tu ne jugeras point, ils ne font que juger. Tu ne jugeras point, ils ne font que juger. Tu ne citeras point les noms de Dieu n'importe comment. Ils ne font que citer les noms de Dieu. Dieu fait grâce, Dieu c'est ci, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré tout ça. À l'autre là, c'était un sorcier. C'est lui. Ils ont érigé les tribunaux. Ils font l'inquisition permanente. Ça n'a rien à voir avec les messages du Christ. C'est pour ça d'ailleurs que
dans les textes, l'antéchrist, que les gens ne comprennent pas de Nietzsche, il dit tout ce qui est fait n'a rien à voir avec le Christ. Et c'est la vérité que nous vivons. Il avait pris pour modèle notamment les croisés. Au nom du Christ, ils sont partis faire des guerres, tout ça, à Jérusalem, ils ont combattu, ils ont massacré. Au nom de la religion chrétienne, ils ont fait l'inquisition, ils ont tué en Europe et en Amérique latine. Et en Amérique du Nord aussi. Et aujourd'hui, ces mêmes modèles de l'inquisition, des tribunaux ouverts dans toutes les rues, demain dimanche, entrez dans une église. Toutes les messes sont faites comme les tribunaux. On doit juger de la probité, de la croyance des gens. Mais qui êtes-vous pour juger? Mais dans les 10 commandements, on dit, vous ne jugerez point. Mais qui êtes-vous pour juger? Mais c'est ce que vous voulez également dire, tout en un peu plus loin dans l'ouvrage. Vous dites que le judaïsme, l'islam et le judéo-christianisme ont été et restent les outils de la déshumanisation qui fixe la primauté des espèces en fonction de la couleur de peau. Tout à fait. L'islam et le judéo-christianisme sont les outils qui ont promu l'être blanc et rabaissé l'être noir. Lorsqu'on est dans ces croyances-là, moi je dis je suis catholique par affiliation obligatoire dès ma naissance et par l'éducation, parce que ce sont les écoles catholiques où j'ai été apprendre, mais au fur et à mesure qu'on s'instruit un peu plus, qu'on avance dans la connaissance, on découvre mais toutes les énormités par rapport à ça. Vous savez qu'en Israël, les Falachas ne peuvent pas faire la transmission de leur sang à ceux qui sont venus d'Europe. C'est interdit. Les Noirs d'Israël sont les sous-êtres en Israël. Les femmes israéliennes d'origine Falacha ont été stérilisées. Israël qui vous adulez tant. C'est un pays criminel. Quand vous avez eu les massacres qu'ils ont fait à Gaza, tout naturellement, et vous avez encore le courage de dire « j'ai pris les dieux d'Israël ». Mais eux ne prient pas, ils font des armes pour tuer les autres. C'est quoi ces dieux-là que vous priez, qui donnent l'opportunité à ces peuples-là de massacrer tout le monde en permanence? Les Arabes ont été parmi les esclavagistes pendant 800 ans sur l'Afrique. Nous, on a connu l'esclavage, notamment dans la partie Est, avec typotype. Tout le monde le sait, ce sont les Arabes. Donc, et les Arabes et les Occidentaux nous considèrent comme les sous-êtres. On a eu ça en Tunisie, il n'y a pas très longtemps. On a eu ça en Libye, il n'y a pas très longtemps. On a les comportements des Marocains vis-à-vis des Congolais, vis-à-vis des Africains noirs. Ils se font passer pour étant des Européens blancs contre nous. Il y a eu, c'est vrai, l'intelligence artificielle qui a participé un peu à cette propagande, mais il est vrai que les Marocains estiment qu'ils n'ont pas à être considérés comme des Africains. Ils n'ont rien à voir avec eux. Ils ne représentent pas l'Afrique. Non, ils n'ont rien à voir avec vous. Et quand on vous dit ça, quelle est la démarche à avoir? C'est de revenir vers soi, de regarder dans son histoire, de commencer à crier, d'investir dans l'intelligence, de fermer un peu ses portes, de se concerter. La sacralité de la corporéité congolaise, avec K, veut que les enfants de cette patrie se mettent autour d'une table et parlent. Tout ça est éphémère. Tout passe, tout coule, rien ne demeure. Aucun pouvoir n'est éternel. Aucun. Sur terre. Sur la terre des hommes, aucun pouvoir n'est éternel. Vous avancez dans la vie, vous savez, quand il y a encore 40 ans d'ici, j'ai sauté, j'ai gambadé comme un petit cheval, comme un petit Mustang. Je ne peux plus le faire aujourd'hui. Parce que les temps passent, les corps ne répondent plus à certaines choses. Je pouvais boire 2 bouteilles de champagne, je ne peux plus boire qu'une coupe et ça me suffit. Le temps passe, les corps subissent des modifications énormes, la consommation qu'on a. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 2-3 milliards de dollars? Vous allez faire quoi avec ça? Avec 100 millions de dollars, vous allez faire quoi avec ça? On nous signale qu'on a épuisé toutes nos minutes par le réalisateur de l'émission, mais je voudrais qu'on termine par cet aspect. Vous dites à la page 158, vous dites « Le savoir, voici le salut congolais. Un homme peut bien, en ce qui le concerne, ajourner l'acquisition d'un savoir qu'il devait posséder, mais y renoncer, que ce soit pour sa propre personne, et bien plus encore pour la postérité. Cela s'appelle violer les droits sacrés de l'humanité et les fouler aux pieds. » Bah oui.
les savoirs, c'est ce qui est dit là. Voici le salut. Oui. Toutes les religions, Oui. parce que les religions font de la philosophie qu'on appelle la théologie, la branche de théologie. L'islam vous dit, Iqra, cherche pour trouver le savoir. La religion judéo-chrétienne, chrétienne et juive, vous dit, et Dieu créa l'homme à son image. Donc il a créé un créateur. Et plus loin, chez les chrétiens, à la fois il faut ajouter la science et la vertu. Donc le savoir, c'est le salut. Toute autre considération est éphémère. C'est pour ça que je recommande aux gens de lire Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, un empereur philosophe. Puisque les gens disent, ah, ça sert à quoi la philosophie? Il y a eu un empereur qui était à la fois philosophe. Les disciples d'Épictète, Marc Aurèle. C'est le seul qui a marqué par son intelligence, par son savoir, par ses compétences philosophiques, les règles les plus structurées de la Rome antique que nous pratiquons jusqu'aujourd'hui, qu'on retrouve dans les droits civils, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, dans les obligations, on voit les règles laissées par cette période riche d'une abondance tropicale. C'est ça, les savoirs, c'est le salut. Sans les savoirs, on n'est rien. Et regardez là, on doit acheter les armes. Alors si on avait le savoir, on devait le fabriquer. Là, on n'a pas des routes convenables. Si on avait le savoir, on devait faire des routes. On n'a pas de solution au problème de la mobilité à Kinshasa. Qu'est-ce qui manque là? C'est les savoirs, simplement. Vous savez, on n'a pas beaucoup de véhicules, mais tout est concentré sur quelques chaussées. Et tout est concentré sur l'indiscipline des uns des autres. L'incivisme a été banalisé. L'incivisme du plus bas jusqu'au plus haut. Les contresens, sans cesse, les comportements. Les contresens est adopté autant par les motards, par les taxis, les hommes politiques, l'armée et la police. Tout le monde fait les contresens. Nous sommes dans une anarchie qui méconnaît la connaissance et le savoir. Or, les savoirs, c'est l'ordre, la discipline, l'organisation. Quand on fait les mathématiques, on dit voilà, il faut faire un peu la procédure. Quand on fait un raisonnement juridique, faites-nous la procédure. Il ne faut pas sauter les étapes. Donnez pas la réponse, faites la procédure. Où en sommes-nous avec la procédure de vie en communauté en RDC? Elle est où cette procédure de vie? Où on insulte sans cesse. Ici, je vais clôturer là-dessus avant votre dernière question éventuelle. Nous avions eu un modèle qui n'était pas parfait. Les Chinois ont un modèle qui n'est pas parfait. L'Occident a un modèle qui n'est pas parfait. Mais chaque individu sur la planète devrait avoir d'abord son propre modèle. L'universalité, c'est l'addition des bons modèles, pas la copie des autres modèles. Totalement. Béatement. Puisque là, on copie quelque chose, mais avec nos outils complètement démonétisés. La notoriété, pour être élu, ce n'est pas un outil, ça. C'est un outil démonétisé. Ça n'a pas de valeur numéraire. C'est juste la notoriété. Parce que la valeur numéraire par rapport à la notoriété serait la compétence dans un domaine, la capacité de produire des règles applicables à la société. C'est ça, la valeur numéraire dans ce domaine-là. Mais par contre, la notoriété pure, simple, d'un groupe de gens qui vous suivent, qui vous applaudissent, à qui vous distribuez généreusement quelque chose, ça ne vaut rien du tout. Mesdames et messieurs, merci énormément de nous avoir suivis. Merci énormément aussi à notre invité, M. Pépin Guillaume Mandiolo. On espère vous retrouver au cours de nos prochaines émissions pour approfondir d'autres questions qu'on n'a pas pu, faute de temps. Mais merci énormément pour votre temps. On espère vous retrouver très bientôt. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, votre accompagnement. Sans cesse renouvelé. Allez, excellent week-end chez vous. À très bientôt.